Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici aujourd'hui pour ce Midi du Sierra par Élisa Tripotin, intitulé Les mouvements sociaux autochtones à Montréal, des espaces de recréation symbolique. Elisa est doctorante en sociologie en co-tutelle entre l'Université du Québec à Montréal et l'Université Grenoble-Alpes. Elle s'intéresse à l'activisme contemporain autochtone et analyse notamment l'emploi de symboles par les activistes autochtones comme des vecteurs de communication. Son projet de thèse s'intitule Unis dans la diversité, l'utilisation des symboles culturels dans les mobilisations autochtones. Élisa Tripotin a été nommée athlète féminine de l'année par l'UQAM. Malheureusement, l'article que j'ai consulté ne spécifiait pas l'année, alors je ne sais pas si c'est des vieilles nouvelles ou c'est dans le futur. Élisa, tu pourras nous éclairer là-dessus. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole et bon midi à tous et à toutes. Merci Arnaud. Je vais tout de suite commencer le partage. Alors, ok. Bon, ben, je vais essayer de. En fait, là, cette intervention, elle vient surtout à peu près au milieu de mon terrain de thèse. Je l'ai intitulé Les mouvements sociaux autochtones à Montréal, des espaces de recréation symbolique. Les photos que vous allez voir dans cette présentation, ce sont la plupart les miennes que j'ai prises sur le terrain, qui n'est pas encore fini, donc qui est encore en train de se faire. Pour faire une petite introduction, juste vous expliquer pourquoi est-ce que je travaille sur ces enjeux-là. Je suis venue pour la première fois au Canada en 2017 dans la ville de Winnipeg, qui est donc au centre du Canada. Puis c'est vraiment une ville où, pour vous donner une idée, au Canada, c'est 4,9% de la population qui est autochtone. À Winnipeg, ça monte à 11%. Et donc, c'est un endroit où il y a énormément de mobilisation autochtone. Et j'ai fait le constat d'une iconographie protestataire qui était particulière dans ces manifestations, euh, avec beaucoup de symboles qui attiraient vraiment le regard. Et voilà, c'était vraiment des images particulières. Et je suis revenue à Montréal en 2021 pour commencer ce doctorat. Pourquoi Montréal? Parce que si je trouve qu'il y a peu de travaux qui sont faits en français sur ces enjeux-là. Donc, c'était un peu l'idée de rédiger en français, de travailler en français. Et aussi parce que c'est une ville qui est à l'est, qui est assez ouverte vers l'Europe, une ville qui est un peu internationale. Ça, c'est aussi des choses qui ressortent par mes entretiens. Certains enquêtés qui me disent ces choses-là. Donc, voilà. Mon sujet de recherche, le constat, c'est que les peuples autochtones au Canada, ils représentent environ 630 groupes culturels différents. Et pourtant, ils se rassemblent dans des mouvements sociaux. Ils emploient des symboles qui sont communs. Et ces symboles, ils semblent porter des significations à la fois pour les autochtones et en même temps, ils sont significatifs, enfin, ils sont reconnaissables par les non-autochtones qu'on va appeler dans cette présentation les allochtones. Et donc, ma question est comment est-ce que les autochtones mobilisent une iconographie protestataire symbolique dans les mouvements sociaux de la ville de Montréal? Les idées derrière cette problématique, ce serait de dresser un portrait sociologique de l'activisme autochtone urbain à Montréal, de constituer un inventaire et une typologie des principaux symboles employés, de comprendre les particularités de cette iconographie, de comprendre les fonctions de ces symboles dans la maximisation des soutiens et de comprendre les fonctions de ces symboles pour les activistes autochtones. Un petit cadre conceptuel un peu pour comprendre les différents mots que je vais employer dans cette présentation. On appelle mouvement social, donc c'est toute action collective qui a pour but de modifier un ordre social qui est existant. Ça peut être des actions directes, mais également des actions qui sont plus diffuses, comme des marches ou des sit-ins. Un activiste, il y a une différence entre le Québec et la France sur l'emploi de ce mot. En France, quand on regarde les dictionnaires, c'est beaucoup plus lié à des actions qui sont violentes, alors que cet aspect violent est vraiment absent des significations au Québec, parce que je pense qu'il y a aussi une forme d'anglicisme. Le mot activiste est plus lié aux personnes qui vont plutôt faire des actions directes. Mais c'est le mot, moi j'ai choisi d'utiliser le mot activiste dans ce travail. Parce qu'aussi, c'est comme ça que les personnes se présentent, tout simplement, mais c'est plutôt des personnes qui vont être engagées dans des actions collectives. Donc, autochtone, toute personne qui s'identifie comme autochtone et qui est reconnue par ses pairs.
Ça comprend les Inuits, les Premières Nations et les Métis. Et les allochtones, c'est toute personne qui n'est pas autochtone. Et le mot symbole, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la signification du mot, ça veut dire jeter ensemble, mettre en contact. Et donc, en fait, c'est une représentation concrète d'une réalité abstraite. Et je trouvais là cette définition intéressante. Vous allez comprendre pendant la présentation. La méthodologie, c'est une méthodologie en deux parties qui sont en fait en même temps. Donc déjà des observations participantes à Montréal et autour, parce que il y a les réserves de Ganawagi à côté, il y a aussi Ganezatake, donc on peut potentiellement aller voir des événements là-bas. Mais c'est aussi tous les tout- tout- beaucoup d'autres événements qui ne sont pas forcément présentés comme disruptifs, comme des pow-wow, donc ce sont des danses qui sont performées sortes de danses cérémonielles qui sont performées par les peuples autochtones, peut-être des vernissages, des conférences, et aussi toute la documentation qui entoure ces événements, surtout sur les réseaux sociaux, et toute une partie aussi qui consiste à faire des entretiens semi-dirigés. Donc, c'est une vingtaine d'entretiens avec des activistes autochtones. Aujourd'hui, j'en suis à peu près à 7, donc mon objectif, ce serait d'atteindre les 20. Et vraiment, l'objectif, c'est d'avoir un contact durable avec les personnes, puis voilà, d'essayer de pouvoir poser des questions quand il y a le besoin, enfin voilà, de garder un contact. Et tout ce travail-là est en fait encadré par un comité aviseur autochtone. Les premières choses que je pourrais évoquer ici, c'est un peu faire un portrait en fait de qui sont les activistes autochtones à Montréal. Ce sont des personnes de toutes les nations, donc quand je parle de nations, c'est les nations, les Premières Nations, les peuples autochtones. Donc, il y a certaines nations qui semblent quand même plus actives, notamment les nations anglophones, mais c'est pas étonnant parce qu'au final, il y a la réserve la plus proche, c'est Ganawagé qui est anglophone. Donc, les Ghanaiens qui vivent là-bas sont vraiment très actifs dans les mouvements sociaux. Et surtout, ça prend des formes d'implication extrêmement diverses, comme des actions directes, comme des manifestations. Il y a beaucoup d'utilisation des réseaux sociaux, de TikTok, Instagram, Facebook. Ça prend aussi beaucoup la forme de projets d'art et aussi même des éléments qui passent par des éléments de guérison comme animer des sweat lodges ou des cercles de guérison. Mais ça aussi, ça a une dimension en fait qui est importante pour les activistes. Voilà. Et on parle vraiment ici d'un activisme urbain, c'est-à-dire que c'est pas ce que je vais dire là n'est pas forcément le cas pour un type d'action qui serait plus dans les réserves ou en dehors de la ville en fait. Et surtout, premier constat, une majorité de femmes. C'est-à-dire que au début, je voulais partir vraiment sur un 50-50, comme on fait en sociologie, avoir la représentativité. Mais en fait, je me rends compte que c'est beaucoup des femmes qui sont présentes dans cet activisme. Et en fait, ça, c'est un constat qui est fait par les activistes elles-mêmes. Parce que, par exemple, là, c'est une citation de Lydia Larivière qui a lancé donc, le mouvement I Don't Know More au Québec, qui dit que justement les femmes sont sous-représentées dans les instances politiques et donc c'est pour ça qu'on les voit beaucoup agir dans les structures politiques à côté en fait comme les mouvements sociaux enfin, justement qui sont pas dans les institutions politiques directes. Euh, Ensuite, une petite typologie pour qu'on comprenne bien. Ça c'est moi qui l'ai fait cette typologie en voyant un peu enfin, avec les observations que j'ai faites. Ça va permettre déjà de montrer quels symboles sont présents, puis aussi de voir quelles sont les utilisations. Les premiers symboles, ce sont les symboles que j'appelais panindiens. Ça vient pas de moi, la notion de panindien. On parle de panindianisme comme une forme de spiritualité autochtone unifiée en Amérique du Nord, qui se serait diffusée à partir des années 1960. Thomas, il date ça, donc il a commencé à écrire là-dessus en 1965. Donc voilà, c'est l'expression d'une nouvelle identité avec des symboles communs qui sont beaucoup inspirés des nations des prairies ou des plaines. On dit plutôt prairies au Québec, tandis qu'en France, on va plutôt utiliser les plaines. Il y a une importance du cercle, notamment le cercle de la médecine qui est présent sur la photo que vous voyez, qui est la photo de début en fait. Donc c'est un cercle coupé en 4 cadrans rouge, jaune, blanc et noir et qui symbolise une vision cyclique et aussi beaucoup d'autres choses, notamment 4 éléments de la guérison, les 4 directions, voilà. Et il y a d'autres objets et symboles qui sont dans cette catégorie, comme les tambours, les pow-wow dont j'ai parlé tout à l'heure. Les régalias, ce sont les tenues avec lesquelles on va participer à ces pow-wow, des mocassins, des jupes à ruban, la plume aussi, qui est très présente. Et ces symboles-là ne peuvent être portés que par les activistes autochtones. Il y a d'autres symboles qui sont historiques, qui sont aussi portés par les activistes autochtones, un peu comme une forme d'unité, mais qui sont plutôt reliés à des éléments historiques particuliers.
L'exemple numéro un, c'est donc le drapeau des guerriers Mohawks, qui a été vraiment popularisé après la crise d'Oka en 1990. Donc, c'est un symbole qui a été un drapeau qui était porté par les guerriers Mohawks et qui, en fait, est aujourd'hui vu comme un exemple de lutte, de résistance à l'État colonial et qui est porté par des personnes de toutes les nations dans les mouvements sociaux. Et d'ailleurs, dans la photo que je vous montrais de Winnipeg au tout début, on les voyait aussi porter. Et il va aussi être utilisé à l'ouest du Canada complètement avec les Wet'suwet'en. Voilà. Et donc, c'est vraiment une forme de conscience collective autochtone. On peut aussi parler du Tuo Wampum, donc qui est deux lignes violettes sur un fond blanc qui représentent deux canaux, les Européens puis les Autochtones, qui avancent ensemble sans interférer. Et ces symboles-là, ils sont aussi arborés par par les activistes issus de différentes nations. On a des symboles qui vont être aussi plus locaux, qui vont renvoyer spécifiquement à une nation particulière, comme le drapeau de la Confédération Haudenosaunee, qui va être porté vraiment par les personnes, donc les Kanien'kehá:ka et les autres personnes qui sont issues de la Confédération, ou encore les personnes inuites, on peut les voir porter des parkas qui vont vraiment symboliser leur identité inuite. Et donc ces trois types de symboles que j'ai présentés jusque-là sont vraiment portés uniquement par les activistes autochtones. Et ensuite, on a une quatrième catégorie qui sont les symboles que j'appelais hybrides spécifiques. Et en fait, ce sont des symboles récents qui sont liés à des causes particulières et qui sont issus d'initiatives autochtones. Et là, les allochtones sont invités à les porter. Donc, les trois exemples principaux que j'ai étudiés dans les différents événements auxquels j'ai pu participer, c'était donc la robe rouge pour les femmes autochtones, femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Donc, ça a été lancé par Jamie Black à Winnipeg et c'est vraiment dans tout le Canada maintenant on peut représenter ces robes rouges qui sont portées sous forme de broches, même là sur la photo on les voit dans les affiches, voilà, et même la couleur rouge en général. Le chandail ou t-shirt orange, qui lui représente est porté le 30 septembre pour se rappeler des enfants disparus dans les pensionnats autochtones. Et en fait, voilà, les allochtones sont aussi invités à le porter. Ou encore la couleur violette, là c'est spécifiquement au Québec, mais qui rappelle donc le décès de Joyce Echaquan, qui était une femme atikamekw qui était décédée dans un hôpital à Joliette au Québec après un déni de soins. Voilà. Ça, c'est un peu la typologie. Puis maintenant, à partir de ça, je vais vous présenter un peu les premiers constats de recherche, donc après les premières observations participantes, puis les premiers entretiens que j'ai pu faire. C'est toujours en évolution parce que je suis pas au bout du terrain, mais déjà, le premier constat, c'est qu'il y a un répertoire d'action collective qui est largement symbolique. C'est-à-dire, quand on parle de répertoire d'action collective, ça fait référence à Charles Tilly, qui explique que pour chaque groupe, à chaque période, on a des différentes façons de pouvoir s'exprimer par des actions collectives. Et donc, on appelle ça un répertoire. Et en fait, chez les peuples autochtones, ça passe beaucoup par l'emploi de symboles culturels et de symboles identitaires, en fait. Et on a ça aussi dans d'autres groupes qui sont minoritaires parce que ce sont des groupes qui ont des moyens économiques et politiques qui sont moins importants que la société majoritaire. Et donc, ils vont avoir les outils qu'ils vont avoir vont piocher dans le symbolique ou dans le culturel. C'est pour ça, en fait, voilà, qu'on a des symboles. Et c'est parce que aussi la reconnaissance identitaire, donc la reconnaissance de ces symboles, c'est à la fois le but, parce qu'on veut que les différences culturelles soient reconnues par la société majoritaire, et aussi le moyen d'action. Donc ça va aussi utiliser comme outil pendant les luttes. Voilà, en utilisant des objets, des vêtements, des accessoires, des performances, des rituels, avec une forte dimension esthétique, voire spectaculaire. Voilà. Et aussi, on voit qu'il y a un code symbolique multiniveau qui existe. En fait, ce qui est assez intéressant dans l'activisme autochtone, c'est que il y a, par exemple, tous les symboles ne peuvent pas être portés par tout le monde. Donc oui, les symboles permettent de voir qui sont les sympathisants, mais il y a toujours des frontières qui vont se maintenir au sein du groupe. C'est-à-dire qu'il y a une frontière symbolique entre les personnes autochtones et les sympathisants allochtones qui vont pas porter les symboles pan-indiens, les symboles locaux ou les symboles historiques. Mais seulement le dernier type qui sont les symboles hybrides spécifiques. Et en même temps, il y a une différenciation entre les différentes nations parce qu'il y a des symboles locaux qui vont permettre d'identifier des personnes de différentes nations. Voilà, donc on voit un peu une double différenciation dans ces mouvements. Voilà, et donc ça montre déjà une première fonction identitaire des symboles qui permet de montrer la place de chacun dans ces mouvements.
L'autre particularité, c'est que c'est un message qui est formulé à destination des allochtones. Ça se voit dans les modes de communication parce qu'on voit que les personnes autochtones vont reprendre des moyens de diffusion de la société dominante. Notamment, bah là, j'avais mis un communiqué qui avait été fait avant la manifestation, donc enfin la marche pour les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, qui disait vraiment, qui invitait les personnes à apporter des aides visuelles et disait que en faisant ça, ils pourraient disait qu'ils souffraient d'une couverture médiatique plus faible que les personnes allochtones. Et donc, c'est vraiment un moyen d'attirer aussi les médias donc, allochtones sur ces enjeux-là. Voilà. Donc, on crée des aides visuelles pour engager le public durant les marches, en fait, c'est ça, et puis et renforcer la compréhension du message. Et puis en même temps, ces symboles-là, comme le orange qui vient en fait d'une initiative d'une personne autochtone qui s'appelle Phyllis Webstadt, qui le premier jour au pensionnat s'était fait confisquer son t-shirt, et c'est elle qui a lancé cette couleur orange. Cette couleur orange, elle est aussi reprise par les instances gouvernementales, donc on voit que c'est vraiment devenu une couleur ben, voilà, qui correspond aussi, qui est utilisée par les instances gouvernementales. Et là, on peut voir une forme de ce qu'on appelle un ethnomimésis. Donc, c'est le fait d'employer des moyens de diffusion de la société majoritaire pour se faire entendre en fait dans cette société-là. En même temps, les symboles utilisés, ils correspondent aussi aux attentes de la société allochtone. Ça, on peut parler de choix stratégiques de certains symboles aussi pour leur portée esthétique et leur capacité à attirer l'attention de l'opinion publique. Et notamment, les symboles panadiens, ils ont été étudiés par plusieurs auteurs et autrices comme justement en fait, des symboles qui sont facilement reconnaissables par la société allochtone parce que justement, ils sont vus comme autochtones. Donc voilà, c'est un peu dans un rapport d'interaction qu'ils sont utilisés parce qu'ils correspondent en fait à un imaginaire collectif qui a été longtemps créé par la société allochtone à l'égard des autochtones. Par exemple, les danses de pow-wow dont je vous parlais, qui sont présentes au Québec seulement depuis les années 90. Et la première, elle a été mise en place après la crise d'Oka, justement dans une volonté de pacifier et de montrer une image positive des peuples autochtones. Voilà. Et en même temps, cet événement-là est aussi repris dans les manifestations parce qu'il y a aussi ça permet d'attirer l'attention. Puis d'ailleurs, la photo, là, je ne l'ai pas mise en entier, mais on voit qu'il y a un photographe qui prend les photos. Et souvent, ce sont des éléments comme ça qui sont plutôt esthétiques, qui vont se retrouver en page de couverture des médias ou qui vont vraiment susciter l'attention. Il y a plusieurs auteurs qui étudient ces phénomènes-là, mais il y en a qui parlent d'iconisation des cultures autochtones. Ou voilà, Bev Conklin qui parlait aussi de certaines ressources particulières qui étaient utilisées pour leur exotisme aux yeux de la société allochtone. Et ça renvoie à des stratégies, ce qu'on appelle l'essentialisme stratégique, donc le fait de coller à une image essentialisée, mais dans le but justement d'avoir plus de portée politique en fait. Et puis surtout, et enfin, le troisième argument qui va dans cette catégorie, donc que c'est formulé à destination des allochtones, ces symboles-là, c'est que il y a des symboles hybrides qu'on a vus qui vont fonctionner comme des dispositifs de sensibilisation. C'est une notion qui a été développée par Traini, qui dit qu'en fait, ce sont des supports matériels qui permettent de susciter des réactions affectives et qui vont prédisposer ceux qui les éprouvent à s'engager ou à soutenir la cause défendue. Donc, avoir des objets comme le chandail orange ou la robe rouge, ça permet vraiment de diffuser ces causes parce que les personnes vont les porter, vont expliquer pourquoi elles les portent. En même temps, ça permet une association cognitive parce que avec cette couleur-là, on sait que ça va correspondre à telle cause, donc ça simplifie en fait la compréhension. Et voilà, ça participe largement à la diffusion des causes autochtones. Et en même temps, dans ces symboles-là, on a vraiment une dimension émotionnelle qui est présente. Déjà parce que les enjeux dont on parle, ce sont des enjeux qui ont une dimension émotive qui est vraiment forte. Bah, on parle, voilà, pour les femmes autochtones disparues et assassinées, pour les enfants qui étaient dans les pensionnats, ce sont tous même, et pour Joyce et Chacoan aussi, ce sont des événements qui sont chargés en émotions. Et donc, l'iconographie protestataire, elle assume cette charge affective. Euh, et donc, il y a vraiment des choix symboliques qui sont faits dans le registre de la violence et de l'émotion. Là, je vous ai mis quelques photos. Ben, c'était en fait le socle que vous voyez, c'était la veillée pour Joyce et Chacoan, donc le 28 septembre. C'était en bas de la statue de McDonald. Donc, c'était un politicien canadien qui était largement associé au pensionnat autochtone. Et en fait, c'était en 2020, il y a la statue qui a été déboulonnée. Et en fait, on n'a jamais remplacé cette statue-là. Donc, en fait, avoir le socle vide, ça montre aussi que c'est un peu
c'est chargé émotionnellement parce qu'il y avait vraiment ça montre un peu la violence aussi de cette statue qui était déboulonnée et en même temps la violence des actes que cette personne avait fait en développant les pensionnats. La main rouge aussi, on voit pas forcément très bien, mais en plus de la robe rouge pour les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, il y a cette image d'une main rouge sur le visage des femmes qui montre en fait comment les femmes sont poussées à se taire par la violence. Et justement, c'est un symbole qui est très puissant, qui est utilisé par beaucoup de femmes, qui est particulièrement violent aussi. Parce que aussi le rouge, c'est la couleur du sang, c'est la couleur enfin, les robes rouges sont aussi des robes qui sont laissées vides. Donc c'est vraiment des symboles qui vont attirer, et puis qui en même temps, voilà, ont une portée émotionnelle qui est très importante. On parle du drapeau des guerriers Mohawks, ça aussi c'est un vocabulaire qui est aussi particulièrement disruptif. Puis aussi, le principe de ça, c'est de produire un choc moral. Ça, c'est une notion qui est développée par le sociologue James Jasper, qui dit qu'en fait, on va faire un choix d'actions ou d'objets qui ont la capacité de provoquer des réactions vives en provoquant un choc chez les personnes. Notamment la question du chandail orange. Donc, le port du chandail orange s'est diffusé surtout après l'été 2021, quand on a retrouvé des tombes près des pensionnats autochtones. Pareil, pour Joyce Echaquan, ça a vraiment fait quelque chose. C'est vraiment un mouvement qui s'est créé sur un choc moral parce on s'est rendu compte qu'il y avait du racisme systémique dans les hôpitaux. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grosse mobilisation qui s'est renforcée après ces événements-là. Euh, et puis en même temps, ça passe par une forme de commémoration. Donc ça, c'est une notion qui est développée par un sociologue français qui s'appelle Laté, qui en fait, il montre aussi que dans les mouvements sociaux, il y a souvent une dimension qui est une dimension en fait qui est de commémoration. Là, les événements que je vous ai présentés sont souvent vus comme des veillées, comme des marches. Justement, pour la veillée à la mémoire de Joyce Echaquan, il y avait des bougies qui étaient disposées. C'était vraiment un moment de recueillement qui était proposé aussi. Donc ça permet à la fois aux personnes effectivement de se recueillir, mais c'est aussi une forme de maximisation des soutiens. Et puis, ça me permet de faire le lien avec la dimension thérapeutique et spirituelle de ces symboles. Donc en fait, tous les éléments que je vous ai présentés jusqu'ici, ça ressort surtout des observations. Mais maintenant, je suis aussi dans une optique de voir quel est l'objectif de ces symboles pour les personnes autochtones, quelle est la signification. Ça, c'est pas tout à fait complet comme réflexion parce que je suis encore dans les entretiens et c'est vraiment les entretiens qui vont permettre de présenter les constats qui vont suivre à partir de maintenant. Mais ce que je vois dans les premiers entretiens, c'est que, enfin, et puis aussi complété par l'observation participante, c'est que il y a vraiment ces symboles-là, ils sont aussi utilisés pour entretenir une communauté dotée d'une mémoire collective. Euh, dans les entretiens, c'est vraiment cette idée qui ressort qu'il y a donc une communauté autochtone à Montréal, mais même plus large que ça, en fait, Québec, voire au Canada, euh, où ces symboles permettent de faire partie d'un tout commun et permettent de se sentir appartenir à ce groupe. Ça montre aussi une forme de fierté retrouvée. Souvent, il y a ces mots-là qui sortent des entretiens et moi, ça fait beaucoup penser à la notion de tradition inventée développée par Hobsbawm et Ranger. Donc, il dit que justement, c'est des traditions qui sont recréées à partir d'éléments, justement pour créer une forme de cohésion et de groupe. Et c'est vraiment ça qu'on retrouve dans les mouvements autochtones. Voilà. Puis ça passe par une réappropriation culturelle. Parfois même, on parle de résurgence culturelle qui serait surtout développée à partir des années 1970. Mais en tout cas, ces symboles-là, ils font sens parce qu'ils forment une communauté et une mémoire commune entre les activistes autochtones. Donc ça montre la fonction identitaire de ces symboles déjà. Aussi, surtout le registre pan-indien est beaucoup associé à la guérison. Ce sont tous pour la plupart, ce sont des symboles qui sont liés à une forme de guérison, une forme de thérapie. Notamment, la roue de la médecine, c'est aussi les 4 éléments de médecine autochtone. Donc la sauge, le tabac, le foin d'odeur, c'est le cèdre, le quatrième. Mais ces éléments-là, ils sont utilisés par les enquêtés, ils sont présents dans les mouvements sociaux. Là, il y a 2 photos qui viennent de la journée de la vérité et de la réconciliation. Là, j'étais allée à Ottawa pour étudier ça, mais il y avait des curateurs qui étaient présents sur place, puis qui circulaient et qui proposaient aux personnes de s'immerger dans la sauge. Ça, c'est aussi présent à tous les événements que j'ai présentés. Il y avait des personnes qui étaient là pour faire ça aussi. Donc, ça montre qu'il y avait vraiment cette vision thérapeutique de ces symboles. Il y avait aussi un feu qui a été mis en place à Ottawa dans lequel on pouvait jeter du tabac. Donc c'est pour faire le deuil ou aussi c'est pour se soigner. En fait, il y a vraiment toujours ces symboles-là qui sont présents. Le tambour aussi a vraiment une dimension de guérison et d'union aussi. Parce que
quand on tape sur le tambour, les personnes disent que c'est aussi pour marcher ensemble, mais aussi pour ça crée des émotions chez les personnes et ça guérit. Donc ça, c'est vraiment des discours qui ressortent beaucoup. Puis le pan-indianisme a vraiment été étudié notamment par Fonda comme un mouvement de guérison face à des dévastations sociales et culturelles. Et par exemple, Claude Gélina, il a travaillé sur les éléments religieux et spirituels qu'il analyse comme des marqueurs identitaires parce que ce sont des réponses à des éléments déstructurants. Donc là, des éléments, ben, notamment pour se remettre des traumatismes des pensionnats, aussi face à une hétérogénéité et une ouverture à l'international. Puis en fait, ça permet de créer un sentiment de cohérence individuelle et collective tout en se soignant. Et puis en même temps, là c'était un peu le titre de cette présentation, mais c'est vraiment un processus de réinterprétation des symboles et un processus créatif constant parce que à la fois ce sont des symboles qui sont nouveaux, et en même temps ils sont mélangés avec d'autres qui sont significatifs pour les personnes activistes. Et en fait, il y a aussi tout un engagement qui passe par l'art, et ça c'est vraiment spécifique, c'est vraiment quelque chose que je vois dans ces mouvements-là, c'est que il y a une intersection entre l'art et l'activisme. Et l'art, c'est un moyen d'action à part entière. Et en fait, il y a beaucoup d'œuvres d'art qui sont faites par des mêmes personnes qui vont prendre la parole lors de ces événements-là. Par exemple, le premier entretien que j'ai fait, c'était avec Cheryl McDonald, qui, elle, a créé la robe rouge qui est au musée McCord. Et en fait, elle, à la fois une activiste et à la fois va vraiment utiliser ces objets-là liés à l'activisme dans sa vie personnelle, dans son art. Ça, ce sont des colliers qu'elle m'a présentés, donc brodés qu'elle a fait elle-même. Et elle les porte dans sa vie de tous les jours. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des choses qui font aussi partie de la vie des personnes et qui sont utilisées dans l'art. Donc voilà, ça montre un processus de réappropriation culturelle et de création qui est constant. Ben, je vais faire une petite conclusion puis montrer un peu les perspectives du travail. Alors là, l'objectif pour les prochains mois, ce sera vraiment de compléter les entretiens parce que c'est vraiment là que ça permet de donner la parole aux activistes autochtones et puis vraiment d'apporter une grande compréhension de ces enjeux-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'iconographie protestataire autochtone, elle est vraiment unique en son genre. C'est vraiment comme ça que je le vois, c'est que déjà, ça passe par une affirmation culturelle. C'est évolutif parce qu'il y a vraiment toujours des nouveaux symboles. Bah là, par exemple, le symbole de la robe rouge, ça date depuis les années 2010. Joyce et Chacuan, c'est depuis 2020. Donc, c'est vraiment des symboles qui sont récents. La jupe à ruban, il y a le premier événement de la jupe à ruban, c'était à l'hiver 2022. Non, 2023. Le 4 janvier 2023 était la première journée de la jupe à ruban par un projet qui est né par les réseaux sociaux. Donc ça, ce sont des choses qui montrent que voilà, c'est très évolutif. Ce sont des mouvements très codés qui expriment une différenciation stricte entre autochtones et allochtones. Il y a un répertoire pan-indien qui semble significatif pour beaucoup d'autochtones à travers le pays. Ça renvoie à une forme de tradition inventée, connue et assumée par les autochtones. Ça, c'est quelque chose que je vois dans mes entretiens. Souvent, les personnes sont assez au courant que bah, ce sont des symboles qui sont récents et que ça vient surtout depuis les années 1960. Voilà, mais vraiment ce discours d'unité qui est quand même prépondérant. Et quand même, je vois quand même qu'il y a une différence parmi les activistes sur l'emploi ou non de certains symboles, notamment sur les symboles de la robe rouge, du chandail orange. Il y a des personnes qui vont me dire que pour eux, c'est pas du tout significatif, d'autres qui vont me dire que ça l'est vraiment. Et même pour les symboles pan-indiens, il y a quand même des différences de discours, et ça, il faut vraiment que je puisse le creuser par les entretiens. Et bah, pour finir, c'est quand même une question que je me pose, c'est que j'ai utilisé beaucoup le mot activiste. Je vous ai expliqué pourquoi en début, mais je pense que l'activisme autochtone, justement, va au-delà de ça parce il est vraiment particulier. Donc peut-être qu'il faudrait trouver une notion qui corresponde davantage au contexte autochtone et qui prenne mieux en compte les réalités sociales des personnes autochtones. Ça, c'est une réflexion que j'ai et que voilà, je me pose un peu des questions là-dessus. Peut-être qu'il faudrait justement inclure plus de personnes autochtones là-dedans pour développer davantage ce concept. Euh, voilà, je pense que je suis à la fin, mais donc je peux peut-être ouvrir la période de questions. Merci beaucoup, Elisa. Oui, merci d'avoir enlevé le partage d'écran. Donc, on passerait à la période de questions et de discussion. D'abord, j'avais une question pour toi. Tu as parlé des groupes qui étaient représentés, qui étaient plus représentés dans les mouvements
activiste et de spiritualité panédienne, mais t'as pas trop parlé des groupes puis les témoins. Par exemple, Mhm. quand j'ai travaillé à Kitikandibi, et il y avait beaucoup de personnes qui s'identifiaient comme traditionnalistes dans cette communauté-là. Maintenant, je travaille avec les gens de Kawawa-Shikamak, les Naskapi. La plupart des gens ne savent pas trop c'est quoi une roue de médecine. C'est pas qu'ils sont pas intéressés par le sujet, mais c'est un mouvement quand même qui s'est déplacé d'ouest en est. Donc, je voulais savoir si tu avais, si tu perçu ou des groupes euh, qui étaient moins impliqués dans l'activisme panindien, pour le dire ainsi. Oui, bah merci Arnaud pour la question. Ben, je pense déjà, enfin, quelque chose que j'ai peut-être pas assez précisé, mais vraiment, l'activisme autochtone urbain à Montréal est vraiment spécifique. C'est-à-dire, c'est vraiment un mouvement qui est lié à l'urbanité parce que s'il y a eu c'est parce qu'il y a eu des migrations urbaines, donc vers les centres urbains des peuples autochtones, surtout à partir des années 1970. Euh, et c'est pour ça aussi avec la création des centres d'amitié, il y a tout un groupe autochtone urbain qui est peut-être même qui est très différent en fait je pense que ce qu'on peut voir dans les réserves ou à Kitigan-Sibi comme tu dis, donc je pense qu'il y a déjà ça. C'est pour ça que je pense que les symboles palindiens sont particulièrement significatifs en contexte urbain. Euh, et pour les groupes qui sont moins impliqués, c'est un peu spécifique parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose quand les personnes arrivent en ville notamment ont besoin d'appartenir à un groupe autochtone plus large. euh, je ne saurais pas te dire s'il y a des groupes. Actuellement, j'ai quand même fait des entretiens avec des personnes issues de plusieurs nations. Euh, Peut-être effectivement je vois effectivement moins d'implication des personnes francophones par rapport aux anglophones, aux groupes anglophones. Mais je sais pas si je serais capable de répondre à ta question plus que ça. Ben, c'est déjà Mm. beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui avaient des commentaires, questions, interrogations? La parole est à vous. Il suffit soit de lever sa petite patte ou... Ah, on a une question de Stéphane. Je ne suis pas capable de prononcer le nom de famille. C'est pas une question, c'est juste un commentaire. Les Inuits ne constituent pas une nation. On n'a pas le mot nation ou nationaliste dans la langue dans l'Inuktitut. On n'a pas les mêmes valeurs ou les mêmes structures sociétales que les nations. Ok. Je ne sais pas si tu voulais enchaîner sur ce commentaire. Ben, pas spécial. Bah non, mais moi, j'utilise le mot nation parce que c'est des personnes autochtones qui m'ont conseillé de le faire. Mhm. Euh, j'ai des enquêtés Inuk, mais ça leur a pas. J'ai pas l'impression. Enfin, j'ai utilisé le mot nation avec eux, ça a pas l'air d'avoir dérangé, mais je sais pas trop quoi dire de plus, mais je prends note en tout cas. D'accord, merci à Stéphane. Euh, Si vous voulez, il y a l'option questions, commentaires dans le chat. Ou sinon, il y a l'option lever sa main, que je sais pas trop il est où. Ou vous pouvez activer votre micro et prendre la parole euh, quand ça vous tente. Est-ce que peut-être... Salut Daphné! Allô Arnaud, allô tout le monde. Elisa, merci beaucoup de ta présentation, c'était vraiment très intéressant. Tu parles, donc c'est ça, de cette notion de pan-indianisme. Puis je me demandais si tu avais rencontré des personnes qui étaient pas euh, vraiment à l'aise avec ce terme-là ou qui au contraire pensaient que ça n'existait pas. Parce que je sais que moi dans mon domaine, on a vu ça un peu dans c'est ça, tu parles des années 60, dans les dernières décennies, mais là on a un retour en fait. De la spécificité de certaines nations. Donc, je voulais savoir si peut-être tu avais rencontré ce genre de choses aussi ou pas. Merci pour la question. Oui, bah en fait, le mot panendanisme, moi, enfin, j'utilise ce concept, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être le re-questionner aussi. Je l'utilise pas directement en entretien. Je vais pas leur demander est-ce que vous utilisez le palindianisme. Par contre, j'utilise des définitions faites par les auteurs du palindianisme, donc qui justement identifient la roue de la médecine, les powwows, tous les éléments que j'ai cités dedans, et je pose les questions spécifiquement aux enquêtés sur ces objets-là qui
donc eux me montrent me disent qu'ils les utilisent. D'ailleurs, je le vois aussi parce que des fois, je me déplace chez les personnes pour les entretiens, puis ces symboles sont toujours souvent présents, en fait. Euh, mais je pense que le mot panendaisme ne voudrait rien dire pour les personnes à qui on parle. Je pense que c'est un concept de recherche qu'on utilise pour qualifier ça, mais effectivement, je suis pas sûre que ce soit que les personnes autochtones vont l'utiliser elles-mêmes. Donc, ouais, c'est une bonne remarque, je pense. Merci beaucoup. Ouais, mais dans mon expérience, les gens se disent plus traditionnalistes que Mm. spiritualité panindienne. Et aussi, je me demandais, il y a beaucoup de littérature récente sur la résurgence autochtone. Mm. Est-ce qu'il y a des liens à faire avec l'activisme, l'activisme que tu as étudié? Est-ce qu'on t'en a parlé? Comment les deux choses s'inscrivent ensemble? En gros, ma question, c'est Mm. Mais les deux enfin, pour moi, ça va ensemble en fait, parce que justement, le mouvement de résurgence artistique, ça date aussi des années 1970. Enfin, la fin des années 60, début des années 70, quand il y a l'American Indian Movement, une sorte de renouveau identitaire autochtone, mais ça passe aussi par de l'activisme, comme j'en ai parlé, mais ça passe aussi par un mouvement identitaire artistique. J'ai l'impression que les deux dates coïncident et que les deux vont ensemble. Et d'ailleurs, je me rends aussi beaucoup compte que les activistes sont des artistes et qu'en fait, ça va ensemble, les deux, quoi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va. Les deux fonctionnent ensemble. OK. Ben, je parlais pas nécessairement de la résurgence artistique, mais plus des auteurs comme Leanne Simpson euh, Monsieur Alfred, par exemple, qui a publié récemment It's All About the Land, Mhm. qui pour eux, la résurgence, c'est plus une façon de redevenir autochtone. Je ne sais pas si je le définis bien, là, Mhm. de retrouver l'autochtonie, redevenir autochtone d'une façon autodéterminée. En tout cas, est-ce que t'as vu ça aussi dans tes travaux? Oui, 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 effectivement, oui, il y a toujours. Bah oui, c'est aussi des choses qui sont. Enfin, c'est comme. Oui, j'ai l'impression que tout ça va ensemble aussi, cette idée de justement avoir un groupe unique qui est à la fois aussi lié par l'autodétermination, qui en même temps passe par une affirmation pan-indienne. J'ai l'impression que ça se confond un peu dans les discours que j'entends dans les entretiens. Mais Ok. oui, en effet. Merci, Elisa. Est-ce qu'on aurait d'autres interventions? Je peux reposer une petite question. Oui. Et cette fois-ci, c'est plutôt d'ordre méthodologique. Puis, euh, il me semble que tu fais ta co-tutelle avec une université française. Et au Mhm. début de ta présentation, tu as notamment mentionné le terme des prairies, des plaines. Est-ce que tu dois faire des adaptations? Comment ça se passe à ce niveau-là? Parce qu'on sait que la francophonie de France n'a pas forcément les mêmes termes, mais comment tu te débrouilles avec ça? Ben non, mais c'est une très très bonne question. J'essaye de me débrouiller, mais même sur l'emploi de certains mots comme le mot activiste, il y a des différences de termes en fait. Donc non, c'est assez complexe parce que des fois je me rends pas forcément compte. En plus, notamment pour le terme de prairie ou de plaine, ce sont mes deux directrices qui ont changé à chaque fois le mot quand j'envoyais une correction à l'autre. Donc c'est comme ça que je m'en suis rendu compte qu'il y avait une différence dans la façon dont c'était présenté. Le chandail, le t-shirt. Après, je pense juste ouais, adapter l'écriture en mettant peut-être des parenthèses ou des notes de référence. Mais c'est vrai que c'est un casse-tête. Et aussi le fait que j'ai des entretiens qui sont en anglais, puis il faut aussi traduire de l'anglais au français. Donc c'est trois langues, voire plus, quand les personnes utilisent des termes autochtones aussi. Donc, effectivement, ça peut poser question, ouais. Bon courage, j'imagine, avec ça. Je crois qu'il y a une question dans le chat. Oui, je vais la lire pour tout le monde. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le terme activiste plutôt que résistance ou mobilisation? J'en ai un peu parlé au début, mais activiste, c'était vraiment parce que c'était comme ça que les personnes se présentaient, surtout. En fait, comme en fait, c'était aussi beaucoup parce que j'avais commencé par une littérature anglophone qui utilise le concept d'activiste. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est que en France, c'est surtout
c'est encore défini comme des actions violentes. Au Québec, c'est pas le cas. Il n'y a pas forcément ce contexte de violence. Mais voilà, c'est surtout parce que c'est le mot qui sortait par les entretiens et en parlant avec les personnes, puis la littérature aussi anglophone qui était plus développée là-dessus, qui employait ça. Mais résistance et mobilisation, c'était plutôt pour qualifier, c'est plutôt des synonymes de mouvements sociaux, je dirais. Mais parce qu'en sociologie, on parle vraiment de mouvement social aussi, c'est pour ça il y a toute une littérature dessus qui est assez. Enfin, voilà. Je sais pas si ça répond à la question, mais. Il Sinon, y a une. il y avait Liliane Bois-Simon qui avait sa main levée. Alors, la parole est à vous. Vous avez simplement à activer votre micro. C'est Bonjour Elisa, super. c'est bon, vous m'entendez? Oui, Bonjour. Oui, bonjour Elisa, très contente de te voir. Je voulais juste savoir si je voulais revenir sur la notion de pan-indianité et voir si tu avais noté pour des combats qui sont alors à ce moment-là beaucoup plus larges et qui touchent aux questions d'environnement, des symboles qui apparaîtraient et qui seraient à ce moment-là vraiment euh, beaucoup plus larges, voire même utilisés par d'autres Premières Nations dans d'autres pays du monde. Mm. Mm. Euh, Bah, merci Yann pour la question. Bah, j'avais pas encore, j'ai pas beaucoup étudié d'événements liés à l'environnement. Je m'attends à ce qu'il y en ait d'ici quelques jours parce que vers le 22 avril, je pense que ce sera la journée de la Terre, donc peut-être que ce sera intéressant d'aller étudier ces mouvements-là. Euh, j'ai pas en tête de symboles spécifiques qui seraient utilisés de façon globale. Bah, à part le tambour, qui est vraiment utilisé par d'autres groupes autochtones à travers le monde, ça c'est sûr, qui est aussi lié à la terre-mère et donc le battement de cœur de la terre-mère, ça c'est évident, mais c'est tout ce qui me vient en tête là maintenant. Il faudrait effectivement, je le note, que j'aille voir peut-être sur les mobilisations spécialement pour la journée de la Terre ou les luttes environnementales. merci Madame Bois-Simon et Elisa. Alors, le temps file. On aurait encore le temps pour peut-être une ou deux derniers commentaires, questions, interrogations, potins, je ne sais pas. Bon. Ben, on a un dernier Question commentaire de qui Liliane Boissimon. Je reviens sur la notion de panédianité. La Je même veux question qui a été posée. plaît-il? C'est la même question qui a été posée, je pense, qui est arrivée plus tard. OK, OK. Pardon, c'est bon. Bon, ben, si on a fait le tour, on a fait le tour, comme on dit. Alors, merci, Elisa, énormément pour avoir accepté de faire ce midi du Sierra qui était super intéressant. J'imagine que je suis pas le seul à penser ici. S'il y a Euh, d'autres questions. alors, je vais mettre fin à l'enregistrement et je remercie tout le monde d'avoir assisté à ce midi. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée.